Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Pour cette rentrée 2023, plusieurs écoles algériennes qui donnaient accès à des programmes scolaires français se sont vues interdire ces cursus d'enseignement des matières à la française et qui avaient pour but notamment de passer le bac français et d'accéder aux études en France. Alors ces doubles cursus n'étaient pas autorisés mais tolérés et assez largement en réalité par le ministère de l'Éducation nationale algérien. Mais depuis quelques années, la situation se durcit pour ces programmes français que l'État algérien veut voir disparaître et ce durcissement s'inscrit dans une politique plus générale de réarabisation qui a cours depuis la décennie noire et qui s'est renforcée encore avec l'interdiction de l'usage du français dans les médias, l'administration et l'école et l'inscription de l'arabe dans la Constitution comme seule et unique langue officielle en 2016. Alors nous allons faire un point sur cette politique, comment elle est reçue par les Algériens, est-ce qu'elle est le signe d'une réaffirmation de l'identité des Algériens et ce qu'elle dit des relations franco-algériennes 60 ans après l'indépendance, avec nos deux invités, avec Farid DMS Deba, bonjour. Farid DMS Deba, vous êtes analyste politique franco-algérien, est-ce que vous nous entendez ? Alors vous allez sans doute nous rejoindre après un peu le règlement de ce son. Et avec vous aussi, Sidi Haïdara, vous êtes directeur du groupe de réflexion Innovalib. Bonjour. Alors on a un petit problème de son, mais on va poursuivre. Alors, donc ces doubles cursus servaient à faciliter, entre autres, la réussite au bac de français pour les élèves algériens et permettaient de leur donner accès aux études supérieures en France, forcément, vu que si le bac français est obtenu en Algérie, cela facilite forcément l'accès aux universités françaises. Et il existait, donc, est-ce que, Farid DMS Deba, est-ce que vous êtes avec nous ? Vous nous entendez ? Non, on a toujours un petit problème de son. Alors, je rappelle qu'on est avec Farid DMS Deba, qui est analyste politique franco-algérien, et Sidi Haïdara, directeur du groupe de réflexion Innovalib. Est-ce que vous nous entendez, Sidi Haïdara ? Oui, vous nous entendez, Sidi Haïdara ? Oui, parfaitement. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu, on a écouté cette archive des pâtés journaux, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce qu'a laissé la France après les accords d'Évian en termes de scolarité en Algérie ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en réalité, il y avait quand même un fort potentiel de la France au niveau d'un point de vue éducatif en Algérie et en Afrique de manière générale. Alors, il faut savoir que le taux d'alphabétisation était assez conséquent. Et après le départ, justement, il y a eu une déliquescence de la capacité des régimes à assurer la continuité de cette lancée. Ce qui explique la chute, justement, du taux d'alphabétisation en Algérie et en Afrique francophone en général. Alors, pour revenir à cette mini-crise qui se déroule actuellement entre la France et l'Algérie. Alors, Sidi Haïdara, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends, oui. Oui, pardon. Est-ce que vous pouvez reprendre ? On a été coupé. Donc, vous disiez qu'il y a une incapacité des régimes après à reprendre ce maintien d'une exigence scolaire, du niveau scolaire après les indépendances ? C'est ça exactement. La continuité n'a pas été assurée et ne s'est pas justement conclue par la meilleure des façons. Ce qui explique justement la chute justement du taux d'alphabétisation de ces populations. Donc moi je voulais plutôt pointer la focale sur la problématique qui concerne justement la mise en fin de l'enseignement des programmes français en Algérie, qui vient en conséquence justement des déclarations d'Emmanuel Macron lors de la visite du président Tebboune en France. Alors Emmanuel Macron avait qualifié le régime en place d'un régime politico-militaire. Alors cette déclaration avait été perçue comme une déclaration offensante. Et de là, le régime en place a décidé de mener
en réalité un renversement de la France, un renversement de la présence française par justement celle de l'anglais et de tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire qu'actuellement, en Algérie, par exemple, il y a l'enseignement du français qui a diminué à hauteur de 5 heures par semaine dans l'enseignement public et privé. Donc tout cela est une conséquence directe des déclarations d'Emmanuel Macron. Très bien, on va y revenir dans un instant, Sidi Haïdara. Restez avec nous, mais il est 8h et c'est le moment de faire un point sur l'actualité avec Liselotte Dutreuil. Ligne droite. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Ici, c'est confortable. La table ronde. Et nous le disions tout à l'heure, cette rentrée 2023 en Algérie a été marquée par la suppression des derniers quelques programmes français en Algérie. Pour évoquer cette question et les liens que la France et l'Algérie ont encore aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance, nous sommes avec Farid DMS Deba, analyste politique, et Sidi Haïdara, directeur du groupe de réflexion Inno Valib. Alors, Farid, DMS Débat, comment est perçue cette restriction autour des programmes franco-algériens dans le pays ? Alors pardon, excusez-moi, on a encore ce problème technique. On va continuer avec vous, Sidi Haïdara. Alors on va revenir sur cette incapacité du régime algérien à maintenir ce niveau de scolarisation. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique de réarabisation de l'Algérie qui est menée depuis donc la décennie noire ? Est-ce que c'est une réappropriation de l'identité arabe algérienne ? Est-ce que c'est le sentiment anti-français qui s'exacerbe ? Alors, très bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les faits, l'identité arabe n'existe pas, n'a pas de matérialité objective. Parce qu'on ne peut pas identifier l'identité arabe. Il faut savoir que l'identité arabe dont vous parlez naît avec justement le militantisme de Laurence d'Arabie, dans ce qu'on appelait autrefois, dans les régions qu'on appelait autrefois la Syrie Palestine, justement en réaction à la turquisation voulue par les trois pachas de cette zone-là. Et de là, justement, les Anglais, et notamment la Triplice, la triple entente, en réalité, entre la France, l'Angleterre et la Russie, justement, se sont alliés pour mobiliser les mécontentements de cette zone-là, pour faire front à, justement, la Turquie et prendre cette zone-là. C'est de là que va naître en réalité l'identité arabe. Avant, l'identité arabe n'avait pas du tout de matérialité. Dans ces zones-là, on s'identifiait plutôt à sa tribu ou à sa religion, ce qui était le cas en Algérie. Cependant, justement, il y a une vague d'islamisation qui s'est accompagnée avec la pénétration de l'identité arabe. Alors, on a commencé à s'identifier à cette identité arabe en opposition à l'Occident et à la France de manière générale. Alors, cette arabisation-là est la continuité de des politiques menées qui s'appuyaient sur ce ressentiment colonial. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que alors, Sidi Haïdara, est-ce que l'arabité n'est pas justement un facteur d'unité pour la nation algérienne, de la même façon que la France s'est réunie autour de la langue française, même si il existait des langues vernaculaires bien différentes? Je comprends totalement cette question, mais l'arabité n'est pas une centralité dans ne peut pas constituer une centralité qui puisse mobiliser l'adhésion de la population tout entière, car il y a toute une population qui est berbère et qui tient à cette identité berbère-là, qui s'oppose de manière assez frontale à l'arabisation de la société. Et d'ailleurs, l'arabisation de la société, cette arabité-là, qui
est fantasmé, Ibn Khaldoun, qui était un berbère, qui le disait très clairement, la plus grande colonisation est celle des mentalités et de la colonisation des Arabes par la mentalité, en réalité, par cette arabité-là. Donc, du coup, cette arabité-là est plutôt un facteur de déliquescence de la société, enfin, de séparation de la société en deux blocs. Et donc, un facteur qui crée des dichotomies, en réalité. Donc, du coup, je comprends la question, mais je pense que on ne peut pas confirmer que l'arabité puisse être un élément, un levier d'unification de la société, de manière globale. Et alors d'ailleurs, vous parliez donc de l'identité berbère, d'une partie importante de l'Algérie. Qu'est-ce que représente encore cette berbérité? Est-ce qu'on parle encore beaucoup berbère? Et est-ce que la langue berbère est visée par cette exclusivité de la langue arabe qui est de plus en plus poussée dans l'administration et la vie publique algérienne? Exactement. C'est que l'identité berbère et la berbérité est mise en périphérie de la vie, à la fois de la vie politique, de la vie en collectivité. Et d'ailleurs, ceux qui se revendiquent aujourd'hui berbères sont mis à la marge de la société parce que, en réalité, il faut savoir que la confrontation entre l'arabité et la berbérité est consécutive à la pénétration des musulmans, des Arabes, du coup, des Arabes authentiques, ethniquement, qui voulaient justement dominer la majorité de la population et conduire cette population-là à embrasser totalement, donc dans sa totalité, l'islam. Donc cette pénétration-là a été mal vécue par les berbères qui se sont opposés à ça. Et jusqu'à aujourd'hui, ces berbères sont vus comme en réalité des personnes, des entités biologiques qui représentent un frein à l'expansion de l'islamisation de la société et de cette zone-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les berbères algériens vont à la fois sont à cheval entre l'Algérie, donc le nord de l'Algérie, la zone désertique, et le nord du Mali, Tombouctou, Gao, Kidal, donc avec des groupes ethniquement ethniquement homogènes, qui se revendiquent appartenir à une grande civilisation qui est celle des Berbères, et donc toutes ces populations-là, aujourd'hui, se dressent contre l'arabisation de leur culture et de leur identité. Alors, on va revenir un peu sur cette question de la langue française en Algérie. Il y a quand même 31 000 étudiants algériens en France. On dit souvent que les Algériens ont tous envie d'aller découvrir la France. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce qui pousse les Algériens, malgré le passé douloureux entre les deux pays, à vouloir choisir la France pour aller faire leurs études? Est-ce que c'est pas justement le français? Exactement. C'est que vous venez très bien de le dire, il y a énormément d'étudiants algériens qui ont pour perspective de se rendre en France pour continuer justement leurs études. Et d'ailleurs, l'interdiction qui est faite actuellement par le régime en place de restreindre drastiquement ou voire de supprimer totalement l'enseignement des programmes français a été perçu comme un frein objectif à cette possibilité-là d'aller poursuivre leurs études en France. Parce que cette interdiction-là concerne des écoles qui étaient sous label avec l'institution française qui délivre de l'éducation. Et donc, il y avait justement avec le CNED, Centre national de l'éducation à distance, de l'enseignement à distance, délivrait justement un label qui pouvait venir en appui des demandes de visa des étudiants algériens qui souhaitaient se rendre en France. Et avec l'interdiction, ces demandes-là ne peuvent plus aboutir. Et donc, il y a un mécontentement qui commence à se faire sentir dans le milieu estudiantin. Parce que ces Algériens qui souhaitent prolonger leur cursus
savent très bien qu'il y a un problème de manque de modernisation du système éducatif. Et d'ailleurs, ce manque de modernisation du système éducatif algérien se manifeste, se traduit par la déliquescence du marché de l'emploi. Parce que, à la suite justement de l'enseignement en Algérie, donc intra-algérien, on ne sort pas avec un bagage conséquent qui peut être à même d'alimenter le marché du travail de la manière la plus optimale possible. De ce fait-là, la meilleure façon d'avoir un bagage conséquent qui puisse faire quand même l'objet d'une insertion optimale, parce que quand même on est dans une économie de rente, hein, donc tout est, il y a des verrous partout, et donc le marché du travail justement est opaque, et donc c'est un marché clientélaire si vous voulez bien. Donc un diplôme français peut quand même aboutir à une insertion optimale, notamment au regard de tout ce que je viens d'énumérer. Alors l'Algérie, on dit souvent que, vous parliez d'économie de rente, elle a un potentiel énorme de par son gaz naturel et son pétrole qu'elle a en quantité importante. On dit souvent que l'Algérie aurait dû devenir la Californie du Maghreb, parce qu'elle a un accès large à la mer Méditerranée, une très forte proximité avec l'Europe, à seulement 800 km de Marseille. Qu'est-ce qui bloque dans ce système algérien? Est-ce que l'Algérie est sortie ou toujours pas un peu du socialisme soviétique dans laquelle elle était forcément depuis son indépendance, puisque le FLN était un parti très socialiste? C'est ça, exactement. Vous avez totalement raison. Alors, ce problème-là de la stagnation de l'économie algérienne peut être perçu comme un phénomène bicéphale qui peut s'expliquer par deux variables à la fois politique et économique. Donc vous l'avez très bien dit, politique qui vient en continuité des politiques soviétiques, hein, bien évidemment. Mais je voudrais mobiliser la variable économique d'abord pour expliquer ça, et puis ensuite la variable politique. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a eu deux vagues d'industrialisation de l'économie, enfin de l'écosystème économique algérien. D'abord avec Boumedienne, justement, avec le célèbre slogan des industries industrialisantes, qui s'est soldé par un échec. Et la deuxième vague vient justement après la guerre civile des années 90, oui. C'est ça, exactement. Et du coup, cette deuxième vague-là a pu mobiliser un capital public de plus de 800 milliards de dollars qui était censé être alloué à la fois aux services publics, donc des services publics sociaux, de l'hôpital, l'école, etc., et des infrastructures. Ces infrastructures-là qui étaient censées accueillir justement des capitaux étrangers. Ce qui a été mal perçu, c'est que, à la fois, ces politiques-là n'ont pas été suivies d'effet, car il y avait à la fois du népotisme et de la gabegie. Ensuite, il y a eu une troisième vague, c'est pas une troisième vague, qui était dans la continuité de la deuxième vague, qui s'est appuyée sur les PME comme moteur de l'économie algérienne. Ce qui est plutôt une bonne idée en soi? Alors, ce qui est une bonne idée en soi, effectivement, mais cependant, c'est que, en réalité, ces PME-là étaient inscrits dans un circuit qui voulait transformer dans une large mesure la structure de l'économie algérienne. C'est-à-dire que c'était avant tout, et c'est jusque là aujourd'hui, une économie de rente. Alors on voulait passer d'une économie de rente à une économie productive, mais ce passage peut se faire que si les PME prennent en réalité, si les petites entreprises prennent du galon et deviennent des moyennes entreprises. Or, cette politique-là qui s'est focalisée sur la création des PME et la croissance économique des PME n'a pas pris en compte un élément très simple, c'est qu'en Algérie,
les petites entreprises sont pour la plupart des entreprises familiales qui sont constituées en grande majorité entre une ou deux personnes et qui n'ont pas de valeur ajoutée. C'est-à-dire que ce ne sont pas des entreprises qui créent de la richesse. Ce sont des entreprises de services qui proposent des services. De ce fait-là, en réalité, ce sont des entreprises infertiles. Et donc, vous voulez dans le sens où les non productrices de richesse, donc pas des marges énormes et donc pas pour l'État algérien des ressources fiscales très limitées par rapport à ces PME. Exactement, c'est-à-dire que c'est une ou deux personnes, alors là on n'embauche pas, donc il n'y a pas de masse salariale qui peut être mobilisée pour assurer le circuit économique, donc la circulation de la monnaie. Et ensuite, ces entreprises ne proposent pas de produits outre des services, des biens de service. Donc, du coup, de là, en réalité, ce sont des entreprises infertiles. Donc là, c'est la dimension la plus concrète pour expliquer la faillite de la deuxième vague. Ensuite, vous l'avez si bien dit, c'est quand même une économie qui qui possède le pétrole, le gaz, voilà. Et donc une économie qui repose sur l'énergie. Mais cependant, c'est qu'il y a une concentration des politiques économiques sur exclusivement l'exportation du pétrole et du gaz. Donc c'est une économie très peu diversifiée. Et l'exportation du pétrole et du gaz représente 97% de la totalité des exportations. Donc c'est une économie très peu diversifiée. Ensuite, politiquement, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'avais dit tantôt, il y a eu une mobilisation des ressources à hauteur, enfin des capitaux publics à hauteur de 800 milliards qui étaient alloués justement à la construction des infrastructures pour accueillir des investissements étrangers. Cependant, ces investissements étrangers ont été pour la plupart bloqués par le CNI, le Conseil national de l'investissement. Et ce CNI-là, en réalité, est un organe du régime, qui est un organe hyper opaque, hyper clientélaire, qui exerce un contrôle total sur les entreprises privées. À la fois, cet organe-là incite à l'investissement privé, et dans le même temps, limite drastiquement l'investissement privé parce que, justement, dans la continuité de la psychose socialiste et collectiviste, on veut freiner l'expansion d'une bourgeoisie industrielle. Donc, de là, il y a plusieurs freins, plusieurs verrous pour être dans la continuité lexicale de l'économie de rente. Il y a plusieurs verrous de l'État, à la fois des verrous économiques, c'est-à-dire là clairement c'est que au lieu de miser sur les grandes industries, on mise sur les PME qui ne constituent pas une force d'appoint ici en Algérie, dans le cas typique de l'Algérie, c'est-à-dire le népotisme, gabegie, etc. Donc on ne peut pas s'appuyer sur ces PME-là comme force motrice du développement de la croissance du pays. Ensuite, il y a des verrous qui limitent, qui limitent justement, qui limitent les investissements privés. Ensuite, il y a aussi quand même ce qui est, je pense, l'élément aussi qu'on peut dire l'élément central, c'est que il y a un tournant, c'est-à-dire, et ça suit la logique de notre dialogue, c'est que l'Algérie, c'est-à-dire l'économie algérienne, essaye de plus en plus de concentrer son énergie sur sur aller chercher des ressources fiscales, par exemple. Alors exactement, entre autres, peut-être. Exactement, on peut parler de ça, c'est-à-dire des ressources fiscales. Si pour chercher des ressources fiscales,
l'Algérie aurait dû justement réformer ce marché du travail et défiscaliser. Justement, moi je pense qu'il faudrait d'abord défiscaliser ce marché du travail là pour inciter à plus d'emplois et à créer plus de valeur, je pense sincèrement. Mais voilà. Donc, Sidi Haïdara, est-ce qu'on peut parler aussi de la situation migratoire entre l'Algérie et la France depuis l'Algérie dénonce régulièrement le comportement de la France qui agirait encore en ancien colon, mais pourtant l'Algérie mise énormément sur l'immigration et demande des visas régulièrement. D'ailleurs, les Algériens avaient été très, très marqués par la création des visas dans les années 90 par Jacques Chirac à la suite des attentats du GIA. Pourquoi y a-t-il ce besoin aussi fort de migration vers la France, alors qu'on voit en Algérie parfois une critique très forte vis-à-vis de la France, un ressentiment qui demeure? Oui, exactement. Alors, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut, je pense, faire un parallèle très clair, une distinction très claire entre la politique du gouvernement et la politique de la société. Enfin, la politique de la société, la volonté de la société. C'est que la société aussi demande beaucoup beaucoup de ces visas pour la France. Exactement. C'est que la population, en réalité, a un lien. Je pense, un lien qu'on ne peut pas dire éternel, mais en tout cas a un lien très fort avec la France. C'est que les Algériens sont très demandeurs de visas français. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les chiffres de l'OFII, dont les chiffres de l'OFII, l'Office français de l'immigration. Il y a un boom de 37% des demandes de visa des Algériens, des demandes de visa français par les Algériens. Donc il y a quand même, encore une fois, le visa français est très plébiscité en Algérie. Cependant, comme nous l'avons si bien dit, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la continuité de cette politique soviétique-là, de cette politique collectiviste, qui se veut le prolongement des politiques soviétiques qui a été menées par l'URSS, il y a des politiques anti-impérialistes. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'impérialisme, il n'y a pas de colonialisme, etc. Mais l'Algérie, le régime algérien, le pouvoir en place, se tient sur cette trajectoire-là et tient régulièrement des discours anti-français pour justement galvaniser une partie de sa population et tenir dans sa poche cette partie de la population. Donc là, on est dans la démagogie la plus pure, depuis Athènes, donc la démagogie la plus pure. Et donc c'est un discours qui n'est pas suivi des faits, qui n'a pas d'éléments objectifs. En réalité, comme je viens de l'indiquer, il n'y a plus d'impérialisme, il n'y a plus de colonialisme. Ensuite, la population est très demanderesse des visas français, et donc on voit que en réalité, d'une part comme de l'autre, il n'y a absolument aucun élément qui puisse justifier ce discours anti-français. Et donc le discours sur l'immigration, en réalité, est hyper hypocrite. Ambivalent, je veux dire ambivalent pour ne pas dire hypocrite, et ambivalent parce que d'une part, on encourage justement quand même la fuite des opposants au régime, qui est vraiment encouragée, donc la transmigration de ces populations-là est fortement encouragée. De l'autre part, quand sur le sol algérien, il y a des mouvements migratoires, ces mouvements migratoires sont matés et sont souvent repoussés avec une violence inouïe. Je ne suis pas contre, les mouvements migratoires qui arrivent notamment du nord du Mali, avec lequel l'Algérie a une très grande frontière. Exactement. Alors, moi, je suis pour le contrôle des frontières totalement de la manière la plus souveraine des États, mais je pense que chaque État doit, du coup, dans cette logique-là, avoir la possibilité de mener sa propre politique migratoire sans les ingérences, par exemple des ingérences des Algériens, quand même du régime algérien qui vient souvent faire la leçon, notamment lors des événements consécutifs
la mort de ce monsieur qui n'a pas voulu obtempérer aux ordres du de la jeune police. Naël qui a provoqué des émeutes dans de nombreux quartiers français. Vous faites référence à ça, oui. Exactement, qui était en infraction, donc qui est une infraction caractérisée par la loi, qui est condamnée par la loi. Donc, et en conséquence de là, nous avons quand même vu des rodomontades du régime algérien, qui donc fait impasse au principe de non-ingérence, qui est un principe fondamental des relations internationales, et qui s'appuie simplement sur l'ascendance de ce monsieur-là, donc qui a une mère algérienne, et de ce simple fait-là, l'Algérie s'est permis de faire un commentaire. Exactement, considère qu'il leur est loisible de faire un commentaire sur un problème franco-français. Donc voilà, donc c'est tout ce discours-là, toute cette ambivalence-là qui me pose problème. Je considère que chaque État doit avoir... On va conclure, Sidi Haïdara, si vous me permettez, rapidement. Oui. Alors, oui, vous pouvez conclure en quelques phrases, sinon je vais devoir vous couper malheureusement. D'accord. Donc, du coup, je disais que moi, j'estime que chaque État doit être souverain sur son territoire et mener des politiques consécutives à cette souveraineté-là. Très bien, merci beaucoup Sidi Haïdara d'avoir été avec nous. Vous êtes le directeur du groupe de réflexion Inno Valib.